29 juillet 2019, bonjour à tous et bienvenue dans cette édition du journal. 2 ans déjà que le gouvernement a entrepris la lutte contre l'érosion côtière. Les travaux sont presque achevés. Notre équipe est allée faire le constat. Rationaliser les zones humides pour mieux en profiter. Les chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi s'intéressent au sujet. Leurs études ont porté sur la zone d'Alada. Et puis, l'intelligence économique est indispensable pour tout entrepreneur. C'est une veille stratégique qui permet de détecter toutes les menaces à la survie de son entreprise. Un analyste financier nous en parle. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez. La lutte contre l'érosion côtière est l'un des projets phares du programme d'action du gouvernement. Démarré depuis 2 ans, les travaux contre l'avancée de la mer sont presque achevés. C'est une des actions entreprises par le gouvernement pour rompre avec la léthargie des pays africains depuis la période d'après-indépendance. C'est d'ailleurs en prélude aux festivités entrant dans le cadre de la célébration des 59 ans d'indépendance du Bénin que Edwige Agossou et Iliad Bokovo sont allés faire le constat que voici en images. Entrepris depuis janvier 2017, la seconde phase des travaux de lutte contre l'érosion côtière engagée par le gouvernement a été bien menée. Après 2 ans de travaux, on note des avancées notables et même à certains endroits l'achèvement des segments identifiés et caractérisés. En 2019, nous pouvons signaler les résultats significatifs ci-après. La deuxième phase du projet de protection de la côte à l'est de Cotonou est entièrement achevée et réceptionnée. Ça fait 15 km de protection côtière, plus près de 4 500 000 m3 de sable dragué et injecté. Le deuxième projet que contient ce programme est celui de protection du segment d'Avlekété. Ce projet a été réalisé à 50% pour environ 2100 mètres de digues mises en place. La fin de cette deuxième phase va conduire à la valorisation des côtes avec la construction de plusieurs infrastructures hôtelières. La deuxième campagne de construction en mer va démarrer en octobre. Selon le planning que nous avons fait sur ce projet, nous avons 6 mois de travaux, 6 mois d'approvisionnement. Et donc nous sommes dans la phase d'approvisionnement étant entendu que la première phase de travaux est achevée. Plusieurs investisseurs sont prêts pour développer des projets touristiques à vocation balnéaire. À terme, d'ici à février 2020, nous allons pouvoir mettre en place les 4 km de digues pour donner aux partenaires l'assurance que, effectivement, nous avons pris en compte la dimension de protection côtière, mais également nous avons mis en place le dispositif qu'il faut pour sécuriser les infrastructures touristiques. Plus qu'une question environnementale, le débordement de la mer est devenu une question climatique qui nécessite un engagement sérieux. Déjà, 200 milliards pour venir à bout du phénomène. Et au dire des riverains, ces travaux soulagent leur souffrance. Il y a une nette amélioration par rapport à l'avancée de la mer, surtout après le dragage du sable qu'ils ont fait. Depuis que les travaux ont commencé, nous avons une grande satisfaction et un grand soulagement. On est plus en confiance aujourd'hui parce que moi, effectivement, on a senti quand même une stabilisation sur ce plan-là. Juste là, on voit que c'est mieux par rapport à 3 ans plus tôt. Puisque avant, on constatait que la mer, elle venait jusqu'au bord de la route. Le programme d'action du gouvernement PAG, opérationnel depuis 2016, a réellement pris en compte la gestion des 125 km de façade maritime dont dispose le Bénin, et cela dans la perspective de mettre fin aux conséquences de l'érosion côtière. Au Bénin, l'utilisation rationnelle des zones humides est une préoccupation des chercheurs de l'université d'Abomey-Calavi. À travers des travaux initiés dans la commune d'Alada, il est apparu indispensable de veiller au maintien des caractéristiques écologiques propres aux zones humides. Ernest Tétégou et Ulvaeus Balogun ont cherché à mieux comprendre les approches à mettre en œuvre pour préserver cet écosystème particulier dans le contexte de développement durable. Les écosystèmes des zones humides font partie intégrante du patrimoine naturel du Bénin.
C'est le cas dans la commune d'Alada où ces zones humides sont apparues pour les populations comme de bonnes terres à des fins agricoles. Nous avons constaté que, vu la diversité écosystémique des zones humides dans la commune d'Alada, les populations se sont mis dans la dynamique d'adopter des méthodes de valorisation, non seulement de valorisation, mais utiliser ces zones humides à des fins utiles. La dynamique de l'occupation du sol dans ces zones passe alors par une forte emprise de l'homme sur son milieu naturel, ce qui a une incidence tant sur les ressources naturelles que sur la population. Nos recherches ont montré que plusieurs pratiques agricoles développées dans la commune d'Alada impactent l'environnement. En ce sens que il y a des pratiques endogènes qui valorisent le milieu d'études, mais il y en a d'autres qui ternissent l'image de l'environnement ambiant. C'est la pression démographique issue des activités agricoles qui perturbe ce milieu-là. Vous savez que les zones humides constituent des zones de richesse et la vallée de Lomé constitue la deuxième après le Nil. Donc si on prend tout le Bénin, la zone d'Alada, nous avons des zones humides et qui sont très riches sur le plan faunistique et sur le plan floristique. Et si les zones humides sont très convoitées par les agriculteurs, pêcheurs et éleveurs, la dégradation de l'environnement apparaît comme inévitable, d'où des actions urgentes. Il va falloir reviser les techniques endogènes pratiquées par ces populations pour pouvoir mieux valoriser le milieu d'études. Eux-mêmes, ils se sont donné la tâche de mettre en place des stratégies endogènes à travers le NIM, le Monica, le Cajanus canus, et puis d'autres techniques, rotation, et puis l'agriculture biologique là, pour pouvoir valoriser ces milieux. L'adoption d'une approche globalisante incluant la diversité biologique et suivant un programme d'aménagement des zones humides s'avère donc indispensable pour préserver cet écosystème. On parle à présent de l'intelligence économique et c'est l'ensemble des actions coordonnées de recherche, de traitement et de distribution de l'information en vue de son exploitation par les chefs d'entreprise. Elle est comme un usage offensif et défensif de l'information dont l'objectif est de détecter les menaces et les opportunités pour la survie d'une entreprise. Kadim Ndiaye est analyste financier. Il nous en parle au micro de Amitié Sagwidi et Ulvaeus Balogun. La raison d'être de toute entreprise, c'est d'abord les profits. Alors, pour faire les profits, il faut avoir des parts de marché, il faut gagner des parts de marché. Et ces parts de marché se gagnent d'abord à travers une bonne information. Si vous n'avez pas la bonne information, vous n'allez jamais gagner des parts de marché. Vous n'avez pas savoir telle ou telle niche est plus productive que telle ou telle autre. C'est l'information qui vous permet de prendre la bonne décision, de se lancer sur un produit A par rapport à un produit B, d'investir au Bénin ou bien au Nigeria, d'investir en Europe ou bien aux États-Unis. Donc c'est important pour les entreprises de mettre en place des outils de collecte d'informations de façon à saisir les opportunités rapidement et de façon aussi à détecter les menaces. La première chose à faire, c'est de mettre en place une petite cellule de veille stratégique au sein de l'entreprise et de déléguer pour chaque personne qui est dans l'entreprise, de lui dire telle ou telle personne se charge de la veille politique. Quelles sont les intentions de l'État sur les entreprises? Est-ce que l'État va augmenter les impôts sur les sociétés? L'impôt sur les sociétés vient des entreprises. C'est les entreprises qui payent à l'État l'impôt sur les sociétés. Alors, si l'État décide à l'avance d'augmenter les impôts, alors le chef d'entreprise doit être au courant de ça, de se préparer. Deuxièmement, si l'État aussi a l'intention d'augmenter les taxes sur les produits. Troisièmement, le fait de mettre en place une veille concurrentielle. Mes concurrents sont en train de faire quoi? Ils sont dans quel produit? Quelle est la niche d'avenir sur laquelle je dois produire? Ces entrepreneurs ou bien ces chefs d'entreprise auront l'information à temps et vont prendre une décision à temps et vont augmenter et stabiliser leur chiffre d'affaires à travers l'accroissement de leur marché intérieur et extérieur.
Hors du Bénin, le Mali a procédé à la signature du protocole de financement partiel du projet d'aménagement de la route transsaharienne section Bourem-Kidal, longue de plus de 285 km. Le coût global du projet est de 132,85 millions d'euros, soit plus de 85 milliards de francs CFA. La section Bourem-Kidal est une infrastructure au centre d'enjeux économiques, sociaux, politiques et sécuritaires à l'échelle du continent. Sa réalisation va permettre de désenclaver durablement la région de Kidal et contribuera efficacement au processus de pacification en cours dans les zones du nord du Mali. À l'hôpital principal de Dakar, plusieurs services ont été rénovés pour une meilleure prise en charge des patients. Du matériel de dernière génération a été installé au niveau de la cardiologie et du bloc opératoire. C'est un nouveau visage que présente l'institution sanitaire au grand soulagement des patients. Ramata Démé de la RTS. Un visage neuf et surtout plus moderne, c'est ce qu'offre aux patients la nouvelle devanture de l'hôpital principal de Dakar. Ceci pour un meilleur accueil des patients. S'ensuit le centre de consultation externe médicale réorganisé pour écourter les temps d'attente des malades. Une belle initiative selon cette dame accompagnée de sa fille qui apprécie l'efficacité du nouveau système. Je vois qu'il y a de l'amélioration par rapport à l'avant. C'est bien fait en fait. Oui, ça permet aux malades aussi d'être pris en charge correctement et rapidement aussi. Cette innovation nous a permis vraiment d'améliorer la qualité d'accueil des malades surtout et d'éviter aussi que le circuit du malade soit trop long, de facturer dans une caisse et de revenir. Là, ils facturent sur place, ils attendent dans la salle d'attente et le médecin les reçoit à leur tour. Sont également concernés le pavillon Pelletier pour les maladies vasculaires, le bloc opératoire, le service d'ophtalmologie et le centre d'angiographie polyvalente et rythmologie, entre autres. Ça nous a permis d'améliorer le plan de circulation des patients qui sont un peu plus à l'aise avec une salle d'attente qui a été agrandie, un secrétariat qui a également été agrandi et des médecins qui ont été déployés dans plusieurs bureaux. Et le service est mieux organisé dans ces bâtiments-là. Nous avions des difficultés dans certains domaines, notamment surtout au bloc opératoire, par manque de matériel. Des fois, il nous arrivait donc de ne pas pouvoir réaliser certains actes. Aujourd'hui, je pense que ce gap est en train d'être résolu, donc d'être résorbé par quand même l'action du général Sen, qui a quand même permis donc de pouvoir au moins de pouvoir nous mettre à niveau sur le plan du matériel et sur le plan technique. Le maître d'ouvrage est l'architecte Maguette Gaye qui a réalisé la vision du directeur de l'hôpital principal de Dakar, le général Momar Sen. Il fallait moderniser, carrément moderniser. Donc il fallait aussi faire très propre, parce que souvent l'entrée des hôpitaux ne sont pas propres du tout. On assiste à un spectacle désolant. On voit parfois un désordre criard avec plein de désordres de tout genre. Donc cette fois-ci, on a voulu quand même faire respecter les malades qui arrivent fatigués, les mettre dans de bonnes conditions, bien les accueillir surtout. Un exemple à suivre selon le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr, qui souhaite une image plus reluisante de nos structures hospitalières. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve avec plaisir à 19h45 pour d'autres informations.